Bonjour à tous, Juliette Asquette, je suis PH au CHU de Rennes et je vais vous présenter un projet intitulé Spinless qui a pour objectif de faire une évaluation des neurovessies chez les patients spinat de façon multimodale et non invasive euh, en suivi prospectif. Très rapidement, le contexte, comme vous le savez, les vessies des patients spina bifida sont les premières causes de vessie congénitale avec 1,18 naissances vivantes sur 10 000 naissances en Europe, avec des formes de vessie neurologiques qui finalement sont extrêmement variées chez ces patients. On peut avoir tous les différents types de vessie neurologiques, aussi bien hyperactives, hypoactives, avec ou sans insuffisance sphinctérienne. Mais ce qui avait été montré dans une revue systématique de la littérature publiée en 2012 qui évaluait plus de 1300 patients, c'est que finalement, ces vessies étaient très souvent des vessies à haut risque pour le haut appareil urinaire, avec 22% des patients qui avaient une dysynergie vésico-sphinctérienne, un tiers des patients qui avaient des vessies qui étaient hypocompliantes, un quart des patients des vessies avec une hyperactivité détrusorienne et 13% des patients qui avaient des pressions détrusoriennes en fin de remplissage qui dépassaient les 40 cm d'eau. Et toutes ces dysfonctions vésico-sphinctériennes sont à l'origine d'un risque important d'insuffisance rénale. Et cette même revue de la littérature retrouvait 25,7% des patients spina bifida qui avaient une altération de la fonction rénale secondaire à ces dysfonctions vésico-sphinctériennes. Et pour conclure sur le risque important urologique chez les patients spina bifida, un travail de 2019 qui mettait en évidence que les complications d'ordre urologique restaient encore à ce jour la première cause de décès hospitalier chez les patients spina bifida, avec 24% des décès qui pouvaient être imputables à des complications urologiques. Dans ce contexte, la surveillance des régimes de pression endovésicale par le bilan aérodynamique est la pierre angulaire de la surveillance des patients spina bifida afin de surveiller les régimes de pression et contrôler le risque pour le haut appareil. Cependant, on en a tous l'expérience. Le bilan aérodynamique, c'est un examen qui n'est pas très confortable pour les patients, qui reste invasif avec la pose de cathéter à la fois urétral et rectal, qui peut être morbide avec 7% d'infection urinaire fébrile recensée au décours du geste. Qui plus est, c'est un geste qui est chronophage, ça prend beaucoup de temps et coûteux. Tout ça nous a conduit à rechercher des solutions alternatives à la réalisation de ce bilan aérodynamique, voir ce qui pouvait être mis en place pour remplacer la réalisation du bilan aérodynamique. Et c'est le projet BUTSPINA qui avait été mené par le docteur Perronnet afin de chercher d'autres éléments de surveillance. Et la première chose qui avait été mise en évidence, c'était la présence de biomarqueurs urinaires qui pourraient donc finalement, au lieu de faire ce geste invasif, on le remplacerait par un prélèvement d'urine et une analyse de marqueurs. Et il avait retrouvé deux marqueurs, TIMP2 et MMP2, qui étaient associés à une hypocompliance des vessies chez les patients spina. Donc pour ça, il avait inclus tous les patients du centre spina à Rennes, qui devaient avoir un bilan aérodynamique, avec, en fait, juste avant de faire le bilan aérodynamique, on faisait un prélèvement d'urine. Ensuite, on faisait le bilan aérodynamique selon les recommandations et il y avait une imagerie du haut appareil en complément. Et on avait mis en évidence que ces deux marqueurs, TIMP2 et MMP2 urinaire, étaient associés à une vessie hypocompliante avec une compliance inférieure, pardon, il y a une erreur, à 20 ml par centimètre d'eau. Et de la même façon, TIMP2 était fortement associé à une détérioration du haut appareil urinaire.
Les hypothèses d'explication pour la présence de ces marqueurs chez les patients avec une vessie hypocompliante, ce serait que la distension vésicale chronique et les hauts régimes de pression seraient responsables d'une altération de la matrice extracellulaire. Et c'est à ce niveau que les marqueurs TIPM2 et MMP2 sont retrouvés. Donc ça, c'est pour le contexte. Et l'objectif du travail Spinless, c'est de poursuivre l'évaluation de ces nouveaux outils avec cette fois-ci, donc là, le premier travail, c'était à un instant T. Nous, là, le prochain projet, ce serait faire une analyse de l'évolution dans le temps, à la fois des marqueurs urinaires dont on a parlé, avec une comparaison à l'histologie. Et puis, on voulait rajouter ce qui n'avait pas été fait dans le premier projet, une analyse radiomique au niveau des IRM de vessie pour voir si on pouvait retrouver en IRM avec analyse radiomique des facteurs prédictifs de vessie à risque pour le haut appareil. Et donc, l'objectif, c'est de déterminer de nouveaux schémas de surveillance qui seraient plus reproductibles, moins invasifs et plus acceptables pour nos patients. Pour cela, on va en suivre un petit peu le même modèle que ce qui avait été fait précédemment, c'est-à-dire qu'à l'inclusion, pour tous les patients, on fait un recueil d'urine et un bilan aérodynamique. Donc là, on a prévu d'inclure 50 patients et pour une dizaine d'entre eux, en suivant le parcours courant, donc pour ceux qui auront des cystectomies ou des biopsies de réaliser, faire une comparaison entre les données histologiques et les données du bilan aérodynamique et des biomarqueurs urinaires, ainsi qu'une uro-IRM pour faire les analyses radiomiques et répéter ces examens un an plus tard pour évaluer l'évolution dans le temps de ces marqueurs. On a prévu une période d'inclusion sur un an avec donc un suivi de un an supplémentaire avec 50 patients à suivre. On aimerait aussi avoir une population pédiatrique dans ces patients pour pouvoir avoir une analyse de ces patients avec des données plus précoces dans l'évolution de la maladie. Le tout fait au niveau du CHU de Rennes. Et l'objectif de ce travail, ce serait de confirmer les résultats qui avaient été observés sur l'étude But-Spina, évaluer l'évolution dans le temps des marqueurs qu'on avait trouvés sur le premier travail et puis pouvoir évaluer une corrélation entre les atteintes histologiques de la matrice extracellulaire et les taux de biomarqueurs urinaires. Et comme je disais, un projet également d'analyse radiomique sur les IRM. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Iris, des questions? Oui, une question. L'évaluation neurovessie serait-elle aussi utile en Chiari 1 sans spina bifida? Alors là, pour l'instant, l'objectif, c'était d'évaluer une population assez homogène de nos patients avec myéloméningocèle. Après, c'est sûr que ça pourrait s'étendre, voire même aux autres patients neurologiques autres que spina bifida. Je pense que ce sera pour plus tard. Parfait. Donc, pas d'autres questions, mais on n'hésitera pas à vous les remonter, professeur Asquette, si on en a d'autres. Merci pour ce regard mini-invasif ou non invasif du suivi de la neurovessie. Donc, on va passer maintenant à l'équipe de Trousseau pour le traitement anténatal des myéloméningocèles et l'intérêt d'un patch de cellules souches mésenchymateuses.